Au XIIe siècle, la France est partagée en duchés et en comtés. Le royaume est organisé selon les règles du système féodal, un système de réseau basé sur des serments de fidélité entre un vassal et son suzerain. Les grands seigneurs doivent allégeance au roi de France qui est le suzerain suprême. Mais le roi de France n'ayant aucun pouvoir concret sur l'ensemble du royaume et les seigneurs ayant en revanche un pouvoir absolu sur leur fief, ce système ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a un équilibre des forces et où chacun respecte ses serments de fidélité. Mais que se passe-t-il lorsque les serments ne sont pas respectés ? Que se passe-t-il lorsque les rapports de force ne sont plus équilibrés et lorsqu'un seigneur devient plus puissant que le roi lui-même ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec les affrontements entre le roi de France et l'Empire plantagenet. Allez, générique. Pour commencer, on va devoir faire un peu de théorie. Oh non, Oui, ça va être trop je long. sais, on se calme, je sais, c'est énervant, je suis désolé, mais sinon le sujet il va être indigeste. Comme dit en introduction, la France du XIIe siècle est organisée selon les règles du système féodal. Il s'agit d'un système hiérarchisé basé sur des serments de fidélité entre suzerain et vassal. Un seigneur donne des terres à un vassal en échange de ses services et de sa fidélité. Le roi se situe tout en haut de la pyramide. Il est le suzerain suprême et à ce titre, il reçoit les serments de fidélité des grands seigneurs du royaume, tels que le duc de Bourgogne, le duc de Normandie ou encore le comte de Toulouse. Ces grands seigneurs octroient des terres à des seigneurs plus modestes en échange de leurs services et de leur fidélité. Ces seigneurs octroient à leur tour des terres, etc., etc. Pour schématiser, si C est fidèle à B et que B est fidèle à A, alors C sera fidèle à A. Voilà, en soi c'est assez logique. Dans les faits, le roi ne gouverne directement qu'un tout petit espace autour de Paris. Le domaine royal équivaut à l'actuelle Île-de-France. Pour gouverner le reste du royaume, pour lever une armée par exemple, il est obligé de compter sur les grands seigneurs. C'est pour cela que la fidélité est assez importante. Mais va y avoir un hic. En 1151, Henri de Plantagenet, déjà duc de Normandie depuis 1150, hérita des titres de comte d'Anjou, de Touraine et du Maine à la mort de son père. Un an plus tard, en 1152, Henri épousa Aliénor d'Aquitaine, alors duchesse d'Aquitaine. Par ce mariage, Henri prit le titre de duc d'Aquitaine. Bien que puissant, Henri de Plantagenet reste le vassal du roi de France. Mais ce n'est pas tout. Par sa mère, Henri est également un descendant de Guillaume le Conquérant. C'est à ce titre qu'il a hérité de la Normandie. Mais il est également un prétendant au trône d'Angleterre. Alors, en 1153, après avoir fait quelques pressions, le roi d'Angleterre, Étienne et Henri signent le traité de Winchester, dans lequel Henri Plantagenet est considéré comme le successeur au trône d'Angleterre. Le roi Étienne d'Angleterre décède un an plus tard, en 1154, laissant le trône d'Angleterre à Henri II de Plantagenet. Donc, en plus d'être duc de Normandie, comte d'Anjou, duc d'Aquitaine, Henri est roi d'Angleterre. Et si vous croyez qu'il va s'arrêter là, eh bien vous vous trompez. Après son accession au trône d'Angleterre, Henri de Plantagenet décida d'étendre sa suzeraineté sur la Bretagne en 1156, le Pays de Galles en 1158, sur l'Irlande en 1171 et sur l'Écosse en 1174. Au final, Henri II Plantagenet, tout en restant vassal du roi de France pour ses terres continentales, est également souverain en Grande-Bretagne et en Irlande, ce qui conduit à un certain paradoxe. Pour que vous compreniez bien, il nous faut une carte. Vous avez ici le royaume d'Angleterre.
Et vous avez là le royaume de France de Louis VII. Les terres en rouge sur la carte représentent l'Empire plantagenet. Il y a donc bien deux royaumes différents, mais l'influence de la famille Plantagenet s'étend de l'Écosse jusqu'à l'Aquitaine, et donc sur deux royaumes différents. Si Henri II est roi d'Angleterre, en France, il n'est que le vassal du roi de France, et à ce titre, il doit lui prêter serment. Ce qui n'est pas sans poser problème, puisque je vous rappelle que le roi de France ne dirige pas directement tout le royaume. Pour cela, il doit compter sur ses grands seigneurs. Pour la guerre, par exemple, il doit rassembler ses vassaux. Imaginons que le roi de France déclare la guerre au roi d'Angleterre. Il devra donc compter sur Henri II, qui est également roi d'Angleterre. Donc, est-ce qu'Henri II respectera son serment de fidélité pour se faire la guerre à lui-même? Pas sûr. Mais Henri II Plantagenet ne se préoccupe pas trop de toutes ces questions théoriques. Il continue de prêter serment à Louis VII en tant que duc de Normandie, comte d'Anjou et duc d'Aquitaine. Mais dans les faits, le roi de France a un vassal qui est plus puissant que lui. Alors, si vous le voulez bien, on va sauter les passages des révoltes et de la tentative de coup d'État de la femme d'Henri et de ses fils. Au même moment, les provinces se révoltent et Henri II doit intervenir. Dans ce cas de figure, il intervient militairement de toute force et refuse catégoriquement de partager le pouvoir avec ses fils. Et donc, il va y avoir une tentative de coup d'État. Ses fils vont se retourner contre leur père et vont intervenir militairement pour prendre possession du royaume. En attendant, Henri II avait fait emprisonner Aliénor d'Aquitaine en Aquitaine et celle-ci va organiser un coup d'État. Mais finalement, ça se passera plutôt bien. Puisque, au final, il ne se passe pas grand-chose. Le roi est toujours dans cette situation de continuant sans arrêt les discussions. Henri II va finalement s'opposer à Aliénor d'Aquitaine, imposer sa situation, dégommer les révoltes, tandis que Louis XVI, de son côté, continuera de se faire un peu la tête. Et le roi de France dans tout ça, quelle est la réaction de Louis VII? Eh bien, je ne vous cache pas qu'il y a quelques tensions. Déjà, en tant que vassal, Henri II aurait dû demander la permission au roi de France pour épouser Aliénor d'Aquitaine. Surtout qu'Aliénor est également l'ex-femme de Louis VII. Donc vous imaginez un peu l'ambiance. Mais un vassal qui prend autant de puissance, c'est un peu mal perçu par le roi de France. Et vous imaginez qu'à ce moment-là, Louis VII est en mode Fight! 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 Eh bien non. Tout d'abord parce que Henri n'a jamais rien fait contre les règles féodales. Certes, il est roi d'Angleterre, mais il a continué à prêter serment au roi de France en tant que comte d'Anjou, duc de Normandie et d'Aquitaine. Et puis Louis VII n'a pas les capacités militaires pour affronter son vassal. Et quand bien même les avait-il, prendrait-il le risque de se lancer dans un conflit qui de toute façon serait destructeur, quelle que soit l'issue? Louis VII va se résigner et accepter cette situation. Après tout, Henri II de Plantagenet continue de prêter serment, et l'intégrité de la couronne de France n'est en rien menacée pour le moment. Si Louis VII accepta globalement la situation, il n'en sera pas de même pour son successeur, Philippe Auguste, qui n'hésitera pas à affronter militairement l'Empire plantagenet. Mais ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Coupé. Non, ça c'est pas le mot de la fin, ça. Oui, non, je l'ai pas dit, oui. Oui. Bah non, parce que on leur a dit que... Pourquoi ce changement soudain? Bah, je pense qu'ils ont Non, mais, compris, mais je là, sais qu'ils ont maintenant. compris, s'il te plaît. On reprend, on reprend. Non, Philippe Auguste affronté militairement. Mais ça, c'est une autre histoire. Parfait. Voilà. Cool.